Alors, voici la suite des éléments compris dans le chapitre 7 sur l'imposition de l'assurance vie et ses stratégies. La première chose à regarder, ce sont les incidences fiscales du remplacement d'une police existante. En connaître les conséquences. Alors, on peut détenir une police, rencontrer le représentant, voir que nos besoins sont changés ou que la police répond plus bien aux besoins et décider qu'il serait mieux de souscrire une nouvelle police. Mais cette décision a des conséquences et est importante. Okay? Parce que lorsqu'il y a un remplacement de police, la première police est considérée comme étant disposée, c'est-à-dire qu'il y a une disposition présumée, d'où il y aura un gain sur police si la valeur de rachat est plus élevée que le CBR, comme d'habitude. Par ailleurs, des avantages fiscaux des anciennes polices ou avant le 2 décembre 1982, les avantages fiscaux sont intéressants parce que le CBR est plus élevé et donc le calcul de gain sur police va être plus bas comparativement aux polices émises après décembre 82. Et voilà, et en plus, elles ne sont pas soumises à l'exonération des plus anciennes polices. Alors, c'est bien important de bien réfléchir à la question avant de remplacer une police. Alors, regardons maintenant les cessions absolues. Ça veut dire quoi? Ça, c'est le transfert de la propriété de la police, donc du contrôle des droits de la police envers une tierce personne. De façon générale, la tierce personne ou la personne qui reçoit la propriété de la police, qui n'est pas avec un lien de dépendance, donc qui n'a pas d'intérêt commun avec la personne titulaire originale, il va entraîner un gain sur police qui est le montant du transfert moins le coût de base rajusté. Et le coût de base rajusté de l'acquéreur de la police va être le montant lui-même du transfert. Mais ceci est plutôt rare. En général, il y a une cession vers des gens avec qui il y a un intérêt commun, comme par exemple un lien de dépendance. Puis alors, il y a une exception ici à la règle générale de gain sur police si le lien, si la personne est le conjoint, par exemple. On va appeler ça à ce moment-là un roulement au conjoint. Il pourrait y avoir, dans cette situation-là, par ailleurs, dans le couple, une renonciation à ce roulement en faveur du conjoint, parce que fiscalement, ça pourrait être plus avantageux pour le cessionnaire sur le plan de son impôt de déclarer, si on peut dire, le gain sur police à ce moment-là. Sinon, bien évidemment, lorsqu'il y a un rachat ou une avance ou un retrait partiel, le conjoint ou la conjointe qui reçoit la police aura à calculer le gain sur police. Si la cession d'une police a lieu à un enfant, il peut y avoir roulement, comme dans le cas d'un conjoint, dans deux conditions. La première, il ne faut pas qu'il y ait de montant d'argent impliqué. Et deuxièmement, il faut que l'enfant lui-même soit l'assuré. Okay? Alors, le gain sur police et la disposition va être imposable à l'enfant si celui-ci a 18 ans au moment du retrait. Sinon, les règles d'attribution du revenu vont s'appliquer pour le titulaire original de la police. Au Québec, l'âge, c'est 18 ans. Dans d'autres provinces, ça peut varier de 16 à 18 ans. Définition d'enfant par le sang, à l'adoption, toutes les générations et des tiers ou des personnes dépendantes, c'est-à-dire que dont le titulaire a la garde et à charge et qui n'ont pas atteint 19 ans. Il faut que les transferts aussi directement à la personne et non pas à travers une fiducie. Si le transfert, la cession de la police ou le transfert est en lien avec un financement d'études ou d'autres transferts entre générations, à 18 ans et plus, si l'enfant rachète la police, il y aura un gain sur police, mais les revenus de l'étudiant sont alors peu élevés. Mettons que je possède une assurance vie sur la tête de quelqu'un d'autre, je suis le propriétaire de la police, je ne suis pas l'assuré et je décède. Ça va être traité comme une cession absolue, d'où un gain sur police. Alors, si au décès du titulaire de la police roule au conjoint en tant que nouveau titulaire, la situation va être traitée comme dans le cas d'une cession de police. Si le titulaire de police de sous-ordre, c'est-à-dire un propriétaire nommé, est désigné dans le contrat en cas du décès du titulaire original, ça va permettre de contourner la succession. Donc, ça fait un transfert rapide et on n'a pas besoin d'homologuer
le contrat. Mais les règles de disposition présumées s'appliquent ici encore. Si un roulement en faveur d'un enfant, comme dans le cas d'une cession de police à un enfant, voilà, c'est comme ça. Ou encore, pour profiter de la disposition sur le roulement, l'enfant doit être nommé comme propriétaire successeur. Enfin, quelles sont les stratégies d'imposition en matière d'imposition de l'assurance vie? Comment peut-on utiliser ça? Voilà, alors il y a d'abord l'utilisation de la police comme nantissement. Nantissement, ça veut dire que je donne la police d'assurance vie en garantie vis-à-vis un tiers qui prête de l'argent, donc le prêteur. Je demeure propriétaire de la police, je garde les droits de la police, je continue d'être couvert, mais le solde du prêt, si jamais je décédais, serait réglé au prêteur en priorité et le solde qui resterait de la prestation de décès irait à la succession ou au bénéficiaire nommé. Si par ailleurs, je veux transformer la valeur de rachat en rente, me donner une rente plutôt que de disposer de la police, eh bien, c'est comme si je disposais progressivement, pas à pas, année par année, au fur et à mesure de la rente, de certains montants dans la police, donc une sorte de retrait partiel ou de rachat partiel, ce qui équivaut donc à calcul d'un gain sur police proportionnel au retrait. Une autre stratégie, ce serait d'utiliser la police d'assurance comme levier, donc comme produit pour emprunter et créer un revenu de retraite. En d'autres termes, à ce moment-là, on ne touche pas à la valeur de rachat de la police, on ne touche pas à rien qui concerne la police elle-même, mais on crée un emprunt dans la police, qui court intérêt bien sûr, mais qui, lui, va me donner un revenu de retraite sans toucher les valeurs de rachat qui, elles, vont continuer à croître en franchise d'impôt. Donc, il y a un certain intérêt d'utiliser une police de cette façon-là. Mais il y a des inconvénients que vous regarderez dans votre manuel. Pour ce qui est d'une stratégie d'offrir une assurance vie comme don de bienfaisance, en cédant une police qu'on achète, qu'on souscrit dans ce but-là, à l'organisme en question, soit la propriété de la police, ou encore on désigne l'organisme comme bénéficiaire. Alors, les dons de bienfaisance par le biais des polices créent un crédit d'impôt pour dons de bienfaisance. Un crédit d'impôt pour ça, par ailleurs, au fédéral et au provincial. Ça veut dire que si l'impôt de la personne devient négatif en soustrayant des crédits d'impôt non remboursables, eh bien, il n'y aura pas de remboursement fait par le gouvernement. Point à la ligne, c'est non remboursable. Alors, si c'est en lien avec céder une nouvelle police à l'organisme, alors j'acquiers une police pour la céder à l'organisme. Au départ, la police n'a pas de valeur de rachat, d'où ce n'est pas considéré comme un don et pas de crédit d'impôt. Mais si le titulaire continue de payer des primes après la cession, alors le crédit d'impôt s'applique. En d'autres termes, la police appartient à l'organisme, mais moi, en tant que celui qui a souscrit la police de titulaire originale, je paye les primes, ben c'est comme si, à ce moment-là, en payant les primes, c'est comme si je faisais des dons à l'organisme, donc j'ai droit au crédit d'impôt. Si c'est une police déjà existante où il y a des valeurs de rachat dans la police qui se sont accumulées, à ce moment-là, il va y avoir de la part de l'organisme un reçu fiscal pour la valeur de rachat de la police elle-même. On parle ici évidemment d'une assurance vie permanente puisque l'assurance vie temporaire n'a pas de valeur de rachat, donc il n'y aurait pas de reçu fiscal. Donc, reçu fiscal pour le calcul du gain sur police. Si par ailleurs c'est l'organisme et le bénéficiaire d'une police dont je suis titulaire, à ce moment-là, évidemment, il n'y a pas de reçu fiscal, ni pour les primes, ni pour rien, parce qu'elle est tout simplement nommée bénéficiaire, il n'y a pas d'échange d'argent nulle part. Par ailleurs, au décès, il va y avoir une prestation de décès versée à l'organisme, et là, l'organisme va émettre un reçu fiscal pour la prestation de décès, et ce reçu fiscal-là pourra servir comme crédit d'impôt dans l'impôt du décédé, qui est considéré comme faisant son dernier impôt l'année de son décès. Alors, quelle est la gestion fiscale en cas de décès d'une prestation d'assurance vie de décès n'est jamais imposable? Et elle peut servir, les liquidités qui sont générées à ce moment-là, à payer des impôts, à payer le gouvernement pour les retraits réels ou faire considérer comme étant retirés au moment du décès. L'homologation qui implique des frais aussi.
Bonne étude, c'est tout.